Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Le 4e numéro de la mini-série de comics War of the Bounty Hunters est sorti le 8 septembre aux États-Unis. Je vous propose donc de découvrir la suite de l'histoire du crossover aujourd'hui. Bien entendu, si vous n'avez pas encore lu le prélude du crossover et les 3 précédents numéros de la mini-série, ou vu mes vidéos sur ces 4 numéros, je vous conseille de quitter la vidéo et de revenir une fois que ce sera fait. Sur ce, débutons. À bord du Vermilion, Dark Vador ordonnait à Luke de se dépêcher, ou son ami en paierait le prix. Leia quant à elle, elle aussi en pleine discussion avec Luke, avait besoin de lui sur le champ. Han avait besoin de lui. Cependant, Luke n'était pas prêt à affronter Vador, mais il comptait faire de son mieux depuis son vaisseau. Puis, il coupa la communication avec Leia. Leia décida donc de passer à l'action. Elle comptait tirer sur Vador pour le distraire, tandis que Chewbacca devait sauter et attaquer directement le Seigneur Sith. Il pouvait se servir des troopers impériaux pour se protéger. En revanche, Lando était contre ce plan. Il venait de voir Vador vaincre Qi'ra, l'une des meilleures combattantes au corps à corps qu'il ait jamais vue, et il avait failli la tuer. Pour lui, Leia et Chewbacca n'avaient aucune chance face au Seigneur Sith. C'est alors que Luke poussa Vador à venir le chercher. Puis, il contacta Leia pour lui expliquer que Vador n'allait pas tuer Han. Il était une cible rebelle de grande importance. Luke ne pouvait pas affronter le Seigneur Sith en face à face, pas encore, mais il pouvait les aider. Il devait lui faire confiance. Luke connaissait Vador et savait ce qu'il voulait. Et ce qu'il voulait, c'était lui. Vador ordonna au général Romodi de conduire le capitaine Solo à bord de son destroyer stellaire et de préparer son chasseur. La ruse de Luke fonctionnait, comme le jeune homme l'avait espéré. Ses amis avaient maintenant le champ libre pour sauver Han. Tandis que les impériaux emmenaient Han, beaucoup ne comprenaient pas pourquoi Jabba avait laissé l'Empire s'emparer du contrebandier. Jabba avait remporté la vente aux enchères, Solo était à lui. Jabba lui répondit qu'il avait pris cette décision pour le bien de la relation des Hutt avec l'Empire. Cette alliance était plus importante que Han Solo. Puis, Jabba annonça aux autres qu'il partait. Selon lui, les Hutt n'avaient plus rien à faire ici. Cela étant, il leur conseilla de se méfier de l'Aube écarlate. Beaucoup, quant à lui, n'en avaient pas terminé, mais cela n'intéressait pas Jabba. Il considérait cela comme une insulte. Les Hutt passaient pour des idiots devant les autres syndicats. Marlowe lui demanda de se calmer. Jabba avait remporté la vente aux enchères et avait simplement décidé de remettre sa propriété à l'Empire. C'est alors que Beaucoup se rapprocha de lui et lui hurla dessus. Jabba n'était pas le seul Hutt concerné par toute cette histoire. Jabba était libre de faire ce qu'il voulait de sa propriété. Mais quand ses choix touchaient à la réputation des clans et des Hutt, ils affectaient aussi leur capacité à faire des affaires et à montrer leur force lors de négociations. Dans ce cas, le Conseil Hutt devait se soucier des décisions de Jabba. Ils représentaient leur peuple, son honneur, son pouvoir. Ils étaient le Conseil Hutt. C'était leur rôle, leur responsabilité. Mika et Kani, les 2 autres membres du conseil, étaient d'accord avec lui. Il était hors de question pour beaucoup que leur réputation soit entachée de la sorte. Ils comptaient agir. Pendant ce temps, les impériaux s'apprêtaient à monter à bord d'une navette avec Han Solo. Mais ce qu'ils ignoraient, c'était que Boba Fett les observait et se demandait comment il allait récupérer le contrebandier. Il décida finalement de prendre pour cible la navette. C'est alors que Dengar arriva, son fusil blaster DLT-19 pointé sur Fett. Celui-ci affirma à Dengar que c'était une mauvaise idée de se mettre entre un homme et sa proie. Le Corellien pourrait être un dégât collatéral. Mais Dengar était certain que Fett n'oserait pas tirer. S'il tirait son missile sur lui, le clone serait aussi pris dans l'explosion. Dengar lui ordonna ensuite de mettre ses mains sur sa tête et de se mettre à genoux. Boba Fett refusa. Dengar lui rappela alors que son blaster était pointé sur son cœur. Il ne pourrait pas le rater. Le Corellien lui ordonna ensuite, une seconde fois, de se mettre à genoux. Fett confirma son refus. Il en avait marre d'être attaqué par des moins que rien depuis que Jabba avait placé une prime sur sa tête. Le clone dit à Dengar de ne pas se mettre en travers de son chemin où il le regretterait. Dengar lui rétorqua qu'il n'était pas à moins que rien, et Valens non plus. Bellert Valens était bien là, la paume de sa main pointée sur Fett.
mais Dengar et lui avaient commis tous les deux une erreur. Ils avaient osé s'en prendre à Boba Fett. Puis, le combat débuta. Fett évita les tirs de blaster de ses assaillants avant de lancer son missile sur Dengar. Le Corellien était à présent entouré par l'eau glacée de la planète et était par conséquent hors jeu. Tandis que Dengar demandait leur aide, Valens s'était glissé derrière Fett et pointa sa paume blaster sur son casque. Le clone s'attendait à ce que le cyborg aille aider son ami, mais Valens lui répliqua que Dengar n'était pas son ami, mais Han Solo, si. Il n'en avait rien à faire de la prime de Jabba. Il voulait simplement sauver Solo et savoir où il se trouvait. Fett trouvait cela amusant. Si Valens était venu sauver le contrebandier, c'était trop tard. La navette impériale avait décollé et s'apprêtait à le conduire à bord de l'Executor. Au même moment, les rebelles étaient retournés au Faucon Millennium pour poursuivre la navette. C-3PO leur expliqua que Lobot et lui avaient réparé le Faucon, et le droïde protocolaire ne tarda pas à découvrir que Fett avait voulu jouer au grilladin avec le Wookiee. Tandis que le Faucon décollait, Leia prit des nouvelles de Luke. Le jeune homme était pourchassé par Vador alors à bord de son TIE avant CX-1. Il avait besoin de se concentrer et pensait que Vador attendait ça depuis longtemps. Luke comptait distraire le seigneur Sith aussi longtemps qu'il le pourrait. Pendant ce temps, Fett et Valens étaient en pleine discussion. Le premier demanda au second ce qu'il comptait faire. La navette ne tarderait pas à rejoindre le destroyer stellaire. Les rebelles étaient quant à eux partis à la poursuite de la navette. Beaucoup de gens puissants voulaient Solo. Et il y avait Valens et lui, de modestes humains, assis là et s'étant retrouvés au beau milieu de toute cette histoire. Le cyborg lui demanda où il voulait en venir. Fett lui proposa d'unir leurs forces. Il voulait la même chose, Han Solo. Valens avait une bonne réputation. En travaillant ensemble, concentrés sur le même objectif, il était possible qu'ils arrivent à empêcher la navette d'atteindre sa destination avec sa précieuse cargaison. Pour Valens, c'était hors de question. Fett avait tué son mentor Nakano Lash et le cyborg avait prévu de venger sa mort. En plus de cela, le clone l'avait traité de moins que rien tout à l'heure. Boba lui affirma que c'était juste du baratin. La différence, c'était que Dengar l'avait cru, mais pas lui. Néanmoins, le cyborg avait prévu d'en finir ici et maintenant avec Fett. Il pourrait ensuite partir sauver Solo sans avoir à se soucier du clone qui n'hésiterait pas à le trahir dès qu'il en aurait l'occasion. Pour Fett, c'était plus propre. En revanche, ce n'était pas plus facile pour autant. Boba ne travaillait avec personne, mais il était prêt à travailler avec Valens. Il lui proposa ensuite de partir à la poursuite de la navette, et dès qu'ils auraient récupéré Solo, tout se jouerait entre les deux chasseurs de primes. Mais au moins, les Stormtroopers ne mettraient pas la main sur lui. Valens pensait toujours que Fett méritait la mort pour tout ce qu'il avait fait. Boba lui affirma que son heure viendrait, mais aujourd'hui, il était encore debout. Le cyborg accepta finalement sa proposition et lui demanda comment ils allaient rattraper la navette. Ce à quoi Fett lui répondit qu'il allait s'en charger, tout en se dirigeant vers le Slave One. Du côté de l'Aube écarlate, Margot déclara à Kira que ce n'était pas ce à quoi elle s'était attendue. Mais Kira lui affirma que cela s'était passé en partie comme elle le souhaitait et en partie non. Elle s'était attendue à ce que Jabba fasse une offre pour Han et que l'Empire le récupère par la suite. Il ne pouvait pas se permettre de laisser une cible aussi importante leur filer entre les doigts. Vador était une surprise, mais elle l'avait affronté et la galaxie avait alors vu que l'Aube écarlate ne se laissait pas faire et que même le meilleur exécuteur de l'empereur pouvait être blessé. Qu'il ne devait pas toujours obéir, c'était précieux. Puis, elle demanda à Margot et Trinia de la laisser. Elle avait de nombreux messages à envoyer. Le commencement touchait à sa fin. Au même moment, la navette était presque arrivée à bord de l'Executor. Elle y serait dans 15 minutes. Un des pilotes affirma au général Romodi que plusieurs vaisseaux quittaient la surface de la planète. Les plus proches étaient un vieux cargo corellien YT-1300 et un autre vaisseau semblant avoir été modifié et n'étant pas dans leur base de données. Il voulut savoir ensuite s'il devait demander une escorte de chasseurs. Le général Romodi lui déclara que ce n'était pas nécessaire. L'Executor était droit devant, et il ne voulait pas que les criminels croient qu'ils intimident l'Empire. Le général ordonna donc aux pilotes de garder le cap. De leur côté, les rebelles comptaient se servir d'une arme secrète.
Quant au Slave One, celui-ci se trouvait juste derrière le Faucon Millennium et Valence reconnut immédiatement le vaisseau de Solo. Afin d'empêcher les rebelles de récupérer le contrebandier, Fett avait prévu de les abattre. Mais Valence le mit en garde. Si le clone détruisait ce vaisseau, le cyborg le lui ferait regretter. Fett devait trouver autre chose. Pendant ce temps, quelqu'un cherchait à entrer en contact avec la navette, mais ce n'était pas l'exécutor. Romodi se demandait de qui il s'agissait et autorisa les pilotes à répondre. C'est alors que le courant de la navette fut coupé. Tous ses systèmes primaires avaient été désactivés. Pour l'instant, ils étaient à la dérive et resteraient ainsi tant que les pilotes n'auraient pas rétabli le courant. Le responsable de cette panne n'était nul autre que Lobot, qui avait pu se connecter au système de la navette grâce à ses implants neuronaux impériaux. Les rebelles n'avaient plus qu'à récupérer Solo à bord de la navette. Mais c'est à cet instant précis qu'une charge sismique explosa, touchant de plein fouet le Faucon. Fett leur en avait envoyé une avec une intensité de 20%. Cela les mettait hors course, sans pour autant être dangereux pour eux. Le Faucon étant immobile et la navette leur étant offerte sur un plateau d'argent, plus rien n'était en travers de leur chemin. Toutefois, Boba avait parlé trop vite, car une flotte de guerre Hutt était en chemin. Beaucoup avaient prévu d'apprendre à l'Empire pourquoi il ne fallait jamais insulter un Hutt. Et c'est ici que se termine ce nouveau numéro du crossover War of the Bounty Hunters. L'Empire a mis la main sur Han Solo, mais à présent que la navette est à la dérive, l'issue est pour l'instant incertaine. Boba Fett réussira-t-il à récupérer le contrebandier ? Rendez-vous dans le 5e et dernier numéro de la mini-série de comics pour le savoir. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée, que la force soit toujours avec vous, et moi je vous dis bye. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker et à la partager. Cela permet de soutenir la chaîne. En outre, si ce n'est pas encore fait, tu peux t'abonner et activer la cloche des notifications pour être au courant de la sortie de toutes mes futures vidéos. Sur ce, que la force soit avec toi, à jamais.